Et là, Cleveland-Orlando, je pense qu'on est tous d'accord. Bon, déjà, c'est la fameuse série NBA TV, hein, vous savez, dont les autres chaînes ne veulent pas. Il y en a forcément une qui va être bootée sur NBA TV. Ce sera Cleveland-Orlando. On est tous d'accord, je pense, ce sera un match-up défensif, et vraiment très défensif. Mais quoique, il y aura peut-être des nuances à apporter à ça, mais c'est vrai que de base, on a plutôt affaire à deux équipes typées défensifs plutôt que offensifs, même si, je pense que Cleveland, potentiellement, peut faire beaucoup mieux. Mais en même temps, comment est-ce qu'on pourrait argumenter aussi, par exemple, pour Orlando ? Je pense qu'on peut le faire. Ce qui est bien avec Orlando, c'est déjà défense d'élite, vraiment. Une vraie défense d'élite. De la profondeur aussi, sur l'aile, qui vraiment me plaît beaucoup. Plus, pas que sur l'aile, et pas que les squads de Paolo, Franz Wagner, Jonathan Isaac qui sort du banc, etc., etc. Mais même sur le point d'attaque, finalement. Même sur le point d'attaque, on a une escouade de Jalen Suggs, qui est peut-être un des meilleurs défenseurs du point d'attaque. Alors, pardon, le point d'attaque, ce qu'on dit, c'est le défenseur en premier rideau, hein, défenseur sur les lignes arrière, notamment. Le défenseur du point d'attaque, on a Jalen Suggs, peut-être le meilleur de NBA. On a aussi Gary Harris, en termes de 3&D un peu à l'arrière. Bon, c'est pas le Gary Harris des grandes années, mais ça reste un plutôt bon 3&D. On a aussi du Anthony Black, aussi, potentiellement, le rookie, qui peut un peu... pas forcément avoir un énorme temps de jeu, mais défensivement, en tout cas, qui peut faire de très bonnes choses. Bref, on a quand même plein d'éléments pour potentiellement se dire, il y a de quoi faire, en fait. Il y a de quoi faire, il y a un pivot défensif qui est très polyvalent, Carter Jr. qui peut à peu près tout faire à peu près en termes de type de couverture défensive. On a des ailiers défensifs, dont certains d'élite, et puis on a même des meneurs défensifs, entre guillemets, des navigateurs d'écran d'élite, avec donc Jalen Suggs notamment. Donc il y a un peu ce côté où il y a un peu tout. Il y a un peu tout, et notamment Jalen Suggs, le côté défenseur du point d'attaque, bah ça colle plutôt bien quand on sait que Cleveland passe par deux créateurs offensifs majeurs que sont Garland et Mitchell, qui opèrent sur pick and roll ou sur isolation, mais aussi beaucoup de pick and roll. Voilà, c'est pas les mêmes pick and roll quand tu as quelqu'un qui traverse l'écran et qui arrive à te suivre ou pas. Donc là-dessus, oui, Jalen Suggs peut faire beaucoup de bien. Gary Harris, évidemment, aussi sur le terrain. Markelle Fultz, aussi défensivement très bon, même s'il y a le compromis offensif, évidemment. Mais Anthony Black aussi. Donc voilà, en termes de profondeur de défenseur du point d'attaque et même de défenseur d'aile, il y a de quoi faire. Il y a vraiment de quoi faire sur la défense de Orlando. Surtout qu'on peut aussi rajouter le fait que, finalement, et c'est aussi une inquiétude à Cleveland, c'est que Cleveland n'a pas vraiment de menace de post-up pour essayer d'embêter Orlando là-dessus. Parce que Orlando, certes, on a Carter Jr. qui peut à peu près tout faire, c'est très bien. Après, derrière, ça joue plutôt avec des small... Enfin, pas des small balls, mais des line-up avec pas de la grosse défense intérieure, pour le coup. Paolo, poste 4, ou Franz Wagner, poste 4, ou bien Mo Wagner aussi, qui peut être éventuellement par là. Bref, on n'a pas non plus un secteur intérieur de défense, de match-up frontal et direct au post-up qui est si grand que ça. Et c'est ça un peu le problème, c'est que j'ai énuméré tous les défenseurs d'aile d'Orlando, aussi les défenseurs du point d'attaque sur les lignes extérieures. Imaginons que Orlando arrive plutôt bien à neutraliser, à freiner un peu, non pas neutraliser, pardon, à freiner le pick and roll de Cleveland. Le problème pour Cleveland, c'est qu'il n'y a pas de source d'attaque secondaire. Il y a un peu ce côté où, si le pick and roll et si tes deux créateurs principaux qui ont à peu près le même style de jeu et créent de l'attaque à partir des mêmes sources d'attaque, si ça marche pas, quelle est un peu l'alternative ? Quel est le plan B ? Et vous savez qu'en playoff, c'est toujours une question de plan A, plan B, plan C, plan D, etc. On s'arrête à plan P et pas après. mais non, c'est ça le playoff. Les playoffs, c'est on va essayer de priver l'adversaire de ce qu'il fait de bien, ou alors on va essayer d'appuyer là où ça fait mal. En l'occurrence, je pense qu'Orlando a les moyens de vraiment embêter le plan A. Et donc, derrière, quelle est la source d'attaque des Cavs ? Il y a peut-être un peu de gens sortis d'écran, mais à quel point est-ce qu'un Sam Merrill ou un Max Strus peut servir de vrai créateur de jeu indirect ? Je sais pas. Peut-être Max Strus, on l'a vu un peu en finale NBA, mais voilà, en finale, c'était pas que lui, c'était même surtout Duncan Robinson. Mais effectivement, on a vu certaines séquences où il n'y a pas de création un peu classique, balle en main, ni pick and roll, ni post-up, ni isolation.
Et ça peut être Max Strus qui, de par ses sorties d'écran, c'est un peu lui le point focal de l'attaque. On le fait sortir d'écran, du coup on fait faire un choix à la défense. Est-ce que le grand sur l'écran sort sur le pick and roll, mais du coup ça libère d'autres choses derrière, etc., etc. Donc on a cette option. Je me demande à quel point cette option peut être assez forte si vraiment le plan A est complètement bouché, j'allais dire. En tout cas, l'attaque de pick and roll est complètement endiguée et que l'espace est bouché et que le pick and roll est neutralisé par les navigateurs d'écran défensifs que sont Jalen Suggs et autres. Donc voilà, ça c'est un peu quid d'une deuxième source d'attaque pour moi. Ça peut. Max Strus est là, sa mère il est là, mais à quel point est-ce que ça peut être suffisant si vraiment le plan A des pick and roll est annihilé? D'autant que, bon ben voilà, vous le savez, hein, le Cleveland, il y a un problème de spacing. Et d'ailleurs, pour moi, je vais le répéter sans doute tout à l'heure, mais pour moi, le problème de la série de 2023 en playoff, c'était pas tant le rebond offensif. Je pense qu'on a fait beaucoup sur le rebond offensif. Alors, certes, ça n'a pas aidé, mais c'était pas que le rebond offensif. En 2023, c'était aussi le spacing. Vraiment, le spacing a été le problème majeur pour moi de cette série Cavs contre Knicks. Parce que Thibodeau, il a vu qu'il n'y avait pas de bon shooter. Il arrive à surcharger le terrain autour des créateurs. Et là, donc, je pense qu'on peut se reposer la question. On peut se reposer la question parce que le problème de spacing n'est pas réglé de par la redondance des profils de Jarrett Allen et Evan Mobley. A priori, quand les deux sont sur le terrain, ça fait quand même déjà deux non-shooters sur 5. Et puis, il y a aussi le côté, parfois l'ailier aussi. Parce que quand c'est Okoro, on a vu que Okoro a été meilleur cette saison et un certain shot-making, mais à quel point est-ce qu'il va être respecté, Okoro, en play-off? Je suis pas convaincu. C'est toujours un peu le malheur, j'allais dire, en tout cas pour ces shooters, c'est que même s'il y a un progrès en saison régulière, et même s'ils sont plutôt pas mal en saison régulière, les playoffs, c'est un révélateur atroce et horrible, parce que même si t'es pas mal, en fait, en playoff, on préfère de toute façon t'abandonner pour défendre autre chose. Et donc, je me pose la question de à quel point est-ce que Bickerstaff va arriver à sortir de bonnes configurations pour avoir un spacing idéal. Et notamment, on pense tous au fait de séparer les minutes de Mobley et Allen, ok, mais est-ce qu'il va le faire? Parce qu'il ne l'a pas fait forcément tout le temps, beaucoup en saison régulière. Il l'a fait, hein, évidemment. Mais bon, c'était pas tout le temps. En playoff, ça reste quand même... Voilà, t'as aussi envie de faire jouer ta rotation principale, donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Soit tu dis je donne la priorité au spacing, mais donc tu fais moins jouer un de tes deux joueurs majeurs, donc c'est un peu embêtant. Soit tu fais l'inverse, tu pars avec le côté non, je vais faire jouer mes meilleurs joueurs et le talent pur et le niveau de compétence, mais donc t'as moins de spacing. C'est un peu le dilemme. Et puis tout de même, c'est vrai que voilà, on a du George Niang cette année, on a du Dean Wade, on a du Max Strus, bon, Sam Merrill, mais effectivement, il y a moyen peut-être d'avoir un peu plus de configuration avec du bon spacing, et donc d'essayer un peu de maintenir ça. Et ça va être un point clé pour moi, ça, à quel point est-ce que Cleveland va avoir des line-up et des configurations avec spacing, et donc avec un seul non-shooter sur le terrain, parce qu'en face, Orlando, c'est une des meilleures défenses en termes de gestion d'espace. On parle beaucoup de, voilà, j'ai énuméré tous les ailiers et les défenseurs sur l'homme, les ailiers et arrière, je veux dire, depuis Jonathan Isaac jusqu'à Jalen Suggs, en passant par Markelle Fultz, même Paolo Banchero, Franz Wagner, qui sont pas des manches non plus, etc. On parle beaucoup de la défense on-ball, on parle beaucoup des match-ups directs et de la défense sur l'homme, hein, quand on fait des previews de playoffs. Moi, je pense aussi que la force d'Orlando, et notamment défensivement, c'est la défense off-ball. Et que, justement, pour rétrécir le terrain, ils sont pas mal. Ils sont vraiment pas mal. On en parle sans doute pas assez, mais les schémas défensifs de Jamal Mosley sont assez... vraiment très bons, avec une bonne dose de créativité tactique sur les stuns, sur les switches aussi, la next defense parfois. Bref, il y a plein de petits concepts comme ça, et j'ai aucun mal à voir Jamal Mosley abandonner beaucoup de shooters de Cleveland s'il y a trop de non-shooters en même temps. Et c'est là-dessus que pour moi c'est aussi un point clé, mais je pense que personne n'est surpris. Donc ça, c'est pour le côté défense d'Orlando, attaque de Cleveland. Et de l'autre côté, pour continuer un peu peut-être sur le côté, sur l'aspect Orlando a une chance, une vraie chance, je me pose la question, défensivement à Orlando, qui est le maillon faible? Au revoir. Pardon. Réflexe. Non, Orlando, qui est le maillon faible? Qui est le maillon faible? J'en vois pas. J'en vois pas non plus des tonnes.
en termes de qui est un mauvais défenseur. Je veux dire, vous aurez compris. Il n'y en a pas beaucoup, vraiment pas. Et je pose la question parce que en playoff, c'est une question de mismatch et c'est une question de chasse au mismatch. Vraiment, les playoffs, c'est ça, en majorité. Et le truc, c'est qu'avec Orlando, il n'y a pas beaucoup de maillons faibles à attaquer. En tout cas, pas beaucoup de évidents. Et quand je parle de mismatch, d'ailleurs, encore une fois, c'est pas que mismatch on-ball. Hein. C'est pas juste, tiens, amène-moi le Williams et on va le punir, le fameux le classique. Hein. Non, en playoff, il y a aussi un jeu de mismatch et de qui est-ce qu'on attaque. Et y compris donc off-ball. Et pour vous dire, notamment, un exemple qui est assez, je répète souvent, mais qui est assez significatif, c'était les Suns du scientifique au pick and roll Chris Paul, qui était allé cibler encore et encore la défense off-ball de Michael Porter Jr. Voilà, ça c'est aussi un exemple. C'est pas on va cibler quelqu'un, on va l'attaquer frontalement, on va le mettre sur isolation, on va l'impliquer sur pick and roll. Non, il y a aussi une manière de cibler quelqu'un en faisant un pick and roll et en faisant en sorte que ce soit lui, donc Michael Porter Jr., le défenseur côté faible qui doivent gérer le décalage, qui doivent gérer la situation. Donc Porter Jr. était séparé entre est-ce que j'aide à l'intérieur sur le roll, sur l'intérieur qui plonge, ou est-ce que je reste sur le shooter. Voilà, il y a une question de timing, il y a une question d'intelligence de jeu, etc. Donc, voilà, c'est comme ça aussi qu'on peut cibler des gens. On peut les cibler avec ballon, on peut les cibler loin du ballon, pick and roll ou off-ball, etc. Vous aurez compris. Et ce que je veux dire, c'est que donc, il n'y a pas beaucoup de maillons faibles à Orlando, défensivement. C'est aussi la force. C'est qu'on n'a pas un pivot défensif transcendant, mais plutôt polyvalent, qui peut à peu près tout faire. Et puis aussi, je trouve qu'on a une très belle profondeur défensive. Et il y en aurait peut-être qu'un à faire ressortir du lot. Un seul maillon faible dans la grande rotation principale, à mon avis, et vous le connaissez, c'est Joe Ingles, pour moi. Ingles, oui, Joe Ingles, c'est quelqu'un qui peut être ciblé. Mais c'est peut-être le seul, ou un des seuls, alors peut-être on peut rajouter Mo Wagner, mais pour moi qui a un rôle un peu plus mineur, même si il joue pas mal en termes de backup, mais voilà, Mo Wagner en plus, si ça marche pas, on peut faire rentrer à sa place Goga Bitadze, qui peut aussi très bien jouer, et qui même à une époque était même titulaire pendant la blessure de Wendell Carter Jr., qui était plutôt bon titulaire. Donc pour moi, Mo Wagner, oui, il peut être ciblé, mais il y a toujours une option qui est moins grave. Alors qu'avec Joe Ingles, pour moi, ça peut être crucial. Ça peut être crucial parce que il y a besoin de son attaque, quoi. Il y a vraiment besoin de son attaque, notamment l'attaque de demi-terrain. Et ça peut véritablement, pour moi, être un point clé de à quel point est-ce que Cleveland arrive à impliquer dans les actions et à cibler Joe Ingles et à faire qu'il ne soit pas jouable. En tout cas, à poser le dilemme de ok, tu veux te servir de Joe Ingles, qui est sans doute un des meilleurs créateurs de demi-terrain et un excellent shooter aussi. Mais si tu veux te servir de l'attaque de Joe Ingles, ok, pas de problème, mais sache que chaque possession défensive après l'attaque, nous, on va le cibler. On va le cibler. Joe Ingles, il a quoi ? Il a 36, 37 ans, un truc comme ça. Ça bouge plus aussi bien qu'avant. Hein. À Utah, on avait quand même plutôt un bon défenseur. Mais là, ça commence à vieillir. Donc, je pense que c'est peut-être aussi un point de tension ici pour la série. C'est à quel point est-ce qu'on va arriver un peu à faire mal là-dessus, sur ce côté Joe Ingles, et à quel point on va laisser, entre guillemets, Joe Ingles ou Cole Anthony, d'ailleurs, qui est un plutôt bon défenseur sur l'homme, mais premièrement, à quel point est-ce qu'il est bon pour les playoffs, et face à d'excellentissimes adversaires, je suis un peu moins sûr, et puis surtout, voilà, il y a quand même des limites de taille, donc il peut être ciblé d'une manière ou d'une autre, même s'il a plutôt fait de bons progrès, même de très bons progrès cette année, défensivement sur le côté énergie, effort, implication, et même niveau de jeu. Hein. Mais voilà, je pense que Cole Anthony et Joe Ingles, ça peut être ciblé en défense. Et pour moi, Joe Ingles, ça peut être un point clé, parce qu'il y a besoin de son attaque, en fait. Il y a vraiment, vraiment besoin de son attaque. Et pourquoi est-ce que je dis ça ? Vous le savez peut-être, mais Orlando est la 22e meilleure attaque de NBA sur demi-terrain. 22e. Le problème, c'est que en face, Cleveland est une bonne défense de demi-terrain et au général, mais donc spécifiquement même sur jeu posé, Cleveland est très bon. Donc c'est là-dessus où ça se clash très mal de ce côté-là du terrain, parce qu'on a Cleveland, qui a des imperfections, mais quand ils veulent, ils peuvent aussi mettre des line-up très défensifs et être extrêmement bons, avec une raquette impressionnante, plus un Isaac Okoro, plus des petites pièces par-ci par-là, donc il y a un niveau défensif qui peut être très haut, sur demi-terrain y compris. Or, Orlando n'est pas si bon que ça sur demi-terrain. Ils sont même plutôt mauvais
sur l'attaque de demi-terrain, ils sont 22e. Alors vous me direz, bon mais 22e, ça va, c'est pas non plus cata, quoi, c'est pas 28e. C'est là que, et c'est bien qu'on commence un peu par cette série, quoique c'est la deuxième, mais c'est là aussi qu'il y a un point important à garder en tête. C'est qu'en play-off, il faut aussi comprendre que les standards évoluent et se rétrécissent. Enfin, pardon, le pool d'équipes se rétrécit et les standards augmentent de manière incroyable. Et donc, très simplement, lorsque en saison régulière, tu es 22e, ok, c'est pas cata, mais tu es 22e sur 30 équipes. En play-off, on passe à 16 équipes. Donc de 22e sur 30, où tu te dis, bon, ça va, c'est pas très bon, mais c'est pas cata, tu passes à, évidemment, je caricature, vous comprenez, mais 22e sur 16. Évidemment, ça n'a pas de sens ce que je dis. Mais oui, un peu l'idée. Parce que, en vérité, les standards remontent. Il faut pas comparer, il faut pas continuer à comparer aux standards de saison régulière et dire, bon, 22e, c'est quand même pas tout en bas du classement, c'est encore, voilà, c'est presque quasiment dans le deuxième tiers, quoi. Non, parce qu'en play-off, on a affaire aux 16 meilleures équipes de NBA, pas forcément les 16 meilleures attaques et 16 meilleures défenses, évidemment. Mais vous voyez un peu l'idée, je pense. Vous voyez un peu l'idée. Et même pour vous dire, hein, si vous ne voyez pas, sur la saison régulière, qui sont les équipes de saison régulière avec une moins bonne attaque de demi-terrain, je peux vous les citer. Washington, Brooklyn, Utah, Charlotte, Toronto, San Antonio, Détroit, Memphis et Portland. On peut jouer à trouver l'équipe de playoff, hein, ça va aller vite, il n'y en a pas. Voilà. Orlando débarque avec la moins bonne attaque de toute la NBA de playoff sur cette post-season. Et donc, vraiment, il y a ce truc à garder en tête d'ajuster un peu les ratings et d'ajuster les classements parce que, comme dit, 22e sur 30 en série régulière, c'est une chose, mais quand on arrive en playoff, c'est presque, hein, pour caricaturer, c'est presque 22e sur 16 en fait. Donc tu passes de, bon, c'est pas cata, ah ouais, t'es vraiment pas très bon par rapport aux standards de playoff. Pas les standards de toute la ligue, mais les standards de playoff. Donc vraiment, moi j'ai quelques inquiétudes, hein, tout de même, sur cet aspect de création de demi-terrain de offensif de Orlando. Et donc c'est là-dessus où je pense que si tu perds en plus un élément clé comme Joe Ingles, ça peut être problématique. Et je parle vraiment de demi-terrain parce que oui, il y a toujours la transition, ça peut toujours courir, etc. Ça peut créer des points comme ça. Orlando, ils sont jeunes, athlétiques, ils peuvent le faire. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais je parle du demi-terrain parce qu'il y a quand même cette partie du jeu qui est importante et qui est le meilleur ou un des meilleurs de cet effectif sur la création de demi-terrain. Je pense que c'est Joe Ingles. Il est vieux, il n'arrive plus à bouger défensivement et plein d'autres trucs. Ok, mais Joe Ingles, il n'a pas perdu ses qualités de création. Donc voilà, pour moi, un point clé, un point de tension, à quel point est-ce que Cleveland peut appuyer là-dessus et faire mal ou pas. Après, autre point clé que je m'étais noté, qu'en est-il du rebond offensif ? Parce que, mine de rien, finalement, en fait, je vous ai dit, ils sont la 22e attaque de NBA sur demi-terrain. Bon, en fait, ils sont un peu meilleurs que ça, parce que les chiffres de demi-terrain sur Cleaning the Glass sont séparés des chiffres de putback, comme ils disent, donc des chiffres de rebond offensif. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le tir est pris, la possession s'arrête pour eux, la possession de demi-terrain s'arrête, et on bascule dans ce qu'ils appellent les possessions de rebond offensif, de putback. Donc, j'ai déjà expliqué sur le Basket Lab, mais faites attention aussi parfois avec des chiffres de demi-terrain, parce que les très très bonnes équipes de rebond offensif sont pénalisées sur la stat, parce que voilà, quand tu fais une possession de demi-terrain, que tu manques le tir, mais que tu vas au rebond et que tu marques, dans l'esprit, c'est du demi-terrain. Si vraiment tu as des atouts et que tactiquement, tu envoies des vagues au rebond offensif et que tu as le bon match-up, tu as le mismatch au rebond et que tu scores beaucoup là-dessus, les stats, notamment, qui séparent demi-terrain, transition et rebond offensif, et vont te pénaliser, en fait. C'est bête, hein. C'est bête, mais à partir du moment où le tir est pris, la position de demi-terrain s'arrête. Donc, voilà. C'est vrai que j'ai dit 22e sur demi-terrain, au niveau de l'attaque. Je pense qu'ils sont quand même un peu meilleurs parce que on voit qu'il y a pas mal de points, ils sont top 10, hein. Top 10 en termes de fréquence et d'efficacité sur les rebonds offensifs. Donc voilà, on n'est pas vraiment dans l'esprit sur la 22e meilleure attaque de demi-terrain. Si on rajoute en vrai les rebonds qu'ils obtiennent après des tirs manqués sur du demi-terrain, je pense qu'on est meilleur que ça. Et c'est vrai que ça peut être un point clé
vraiment, et j'insiste. Bon, non pas parce que la fameuse série de l'an dernier, hein, encore une fois, je pense que ça a fait beaucoup de bruit l'an dernier. C'était pas que ça l'histoire de la série, mais ça l'était tout de même, c'est vrai. Le rebond offensif. Après, deux choses. Premièrement, les Knicks étaient vraiment élite. Vraiment. Mitchell Robinson, notamment, c'est un mismatch pas possible, et autres, mais voilà, les Knicks étaient vraiment élite. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'ils ont créé tant de problèmes que ça. Peut-être que si Orlando n'est que plutôt bon, il y aura un différentiel moins grand. Ce sera un point clé, un point de bascule moins grand. Ok, première chose. Mais deuxième chose, pour moi, ça peut être un point de tension tout de même, parce que, on l'a dit, un autre point de tension, ce sont les configurations de spacing de nos amis des Cavs. On l'a dit, hein, à quel point un point de bascule potentiel de la série, c'est à quel point est-ce que les line-up de Cleveland alignés par Bickerstaff vont être très typés défensifs ou très typés offensifs, pardon. je perds mes mots. Mais est-ce qu'on fait le choix de garder les deux ensemble, Jarrett Allen et Evan Mobley, et plus même d'autres éventuellement, ou est-ce qu'on essaie de séparer leurs minutes et de jouer avec beaucoup de George Young en poste 4, beaucoup de Dean Wade, beaucoup de Sam Merrill aussi sur la ligne extérieure, etc. Bref, il y a un premier point de tension qu'on a développé sur à quel point les Cavs vont jouer avec des configurations à beaucoup de spacing, entre parenthèses, donc un seul non-shooter, ou bien rester sur non, on a notre raquette, on va être solide, on va la jouer plutôt avec des line-up défensifs. Ça, c'est un premier point de tension. On l'a expliqué tout à l'heure. Et donc, puisque tout est lié hein, dans le basket, c'est là-dessus que ça peut aussi impacter l'autre côté. Enfin, pas l'autre côté, mais cet autre aspect et le côté rebond offensif d'Orlando, c'est que ça peut devenir intéressant, ça peut créer un dilemme, en fait, ce rebond offensif. Parce que, soit tu arrives à punir Cleveland qui joue petit, si je caricature pour aller vite, soit sinon, tu poses ce dilemme et tu empêches vraiment les Cavs de jouer petit. Et donc, si ça se trouve, on va arriver en fin de série, peut-être qu'Orlando va gagner, hein, je dis n'importe quoi, Orlando va gagner, et puis on verra, ah ben non, mais Orlando a quand même pas pris tant de rebonds offensifs que ça, donc bah non, mais Guillaume, tu vois, c'était pas vraiment un point clé. Ils en ont pas pris tant que ça, Orlando. Et en fait, non. Parce que si Orlando attaque le rebond, et que derrière, il y a la parade, il y a le contre-move de, bon ben ok, on va solidifier le rebond, on va passer avec des line-up défensifs, certes, il n'y aura pas la conséquence directe de Orlando prend beaucoup de rebonds, mais il y aura la conséquence de bah ouais, mais du coup, je joue pas avec du spacing. Et donc, de ce fait, Orlando va en profiter ailleurs. Vous voyez un peu l'idée ? C'est là-dessus où je pense que c'est important d'arriver à mettre tout ensemble, en fait, à comprendre que tous ces éléments sont liés. Et c'est pas parce qu'un élément ne va pas se refléter directement, le rebond offensif, c'est pas parce qu'Orlando ne va pas prendre 20 rebonds offensifs par match que ça n'aura pas été un point clé. Parce que s'ils sont suffisamment menaçants là-dessus, bah ouais, ça peut impacter dans le sens où Bickerstaff va jouer qu'avec des line-up de gros. Et donc, Orlando va en profiter ailleurs, de pouvoir jouer avec des line-up de gros sans spacing, notamment donc en défense. Donc bref, vous voyez, tout est un peu lié, et c'est vrai que, voilà, pour revenir globalement à ce match-up, pardon, je me perds déjà, en fait, on a deux fois la même chose. On a les Cavs, 18e attaque de demi-terrain, donc pas très bon non plus, eux-mêmes hein, là-dessus. 18e attaque de demi-terrain contre Orlando, qui a 3e défense de demi-terrain. 18e Cleveland contre 3e défense de demi-terrain Orlando. Et donc l'inverse, c'est-à-dire Orlando 22e attaque de demi-terrain contre Cleveland, qui est la 4e défense de demi-terrain. Donc autant dire que le cliché un peu à l'Est, le match-up 4-5 à l'Est, bataille défensive, oui, on risque d'être là-dedans. Vraiment. Après, mince, je commence à faire un peu long. Mince. On va essayer de faire moins long. Je vais prendre Cleveland. Je vais prendre les Cavs, tout de même. À 55%. Donc, pour vous dire que je suis pas non plus très confiant. Je suis peut-être même une des séries où je suis le moins confiant d'aujourd'hui. 55, donc, on va dire 55-45. J'aurais pu dire 51-49 si vous voulez. Pourquoi est-ce que je prends tout de même Cleveland ? C'est que je pense que donc, dans ce match-up entre deux mauvaises défenses de demi-terrain, deux mauvaises attaques de demi-terrain, bah finalement,
celle qui a tout de même la plus grande force de frappe, pour moi, ce sont les Cavs. Ce sont donc Mitchell et Garland. Parce que eux-mêmes peuvent être ciblés défensivement, mais en fait, j'ai pas trop confiance, même pas vraiment, au côté ciblage offensif d'Orlando. J'ai pas hyper confiance sur l'efficacité de Paolo Banchero, de Franz Wagner, en termes de création générale. Hein. Ils ont quand même un peu de défauts, sachant que les Cavs, bonne défense, ça va pouvoir un peu les gêner. Mais sur ce jeu des match-up, comme dit, Orlando, c'est bien parce qu'ils n'ont quasiment aucun maillon faible, mais est-ce qu'eux ont des atouts pour cibler très bien, je parle pas de cibler tout court, hein, mais de très bien cibler quantitativement et qualitativement les mismatchs adverses? J'ai plus de doutes sur Orlando que sur Cleveland. Voilà, je pense que la force de frappe d'un Garland et d'un Mitchell est tout de même plus grande. Donc, dans cette bataille de deux mauvaises attaques de demi-terrain, je pense que je vais quand même partir sur les Cavs. Mais en même temps, ça me dérange de partir sur une équipe coachée par Bickerstaff, mais voilà, je suis pas confiant, on va dire 55-45 Cleveland. Donc voilà pour cette série. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.